Je pense que le facteur chance est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut toujours rester, je pense, super humble. Et quand tu dis comment vous avez réussi, il y a aussi une grande part de facteur chance. Notre mission, c'est de libérer les salles de bain du plastique. Et il faut qu'on continue, il faut qu'on aille dans beaucoup plus de salles de bain. Donc oui, je pense qu'il faut rester hyper humble avec ce qu'on a réussi à faire. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Benjamin Legros, qui est le cofondateur avec Sarah Pouchet de Unbottled. Salut Benjamin, ça va bien ? Salut Laurent, ça va Benjamin, Benji, Benjamin. Comme okay, tu veux. Comme tu veux. Unbottled, vous connaissez certainement parce que ça cartonne. Mais tu nous décriras quand même ce que vous faites dans une seconde. Vous libérez la salle de bain, c'est votre mission. Et d'ailleurs, vous êtes entreprise à mission. Yes. Vous libérez la salle de bain du plastique. C'est ça. Unbottled, donc c'est une marque de cosmétiques solides qui, comme tu l'as dit, est une entreprise à mission. Et la mission d'Unbottled, c'est de libérer les salles de bain du plastique. Donc, pour libérer les salles de bain du plastique, il faut proposer évidemment des produits sans plastique, mais des produits sans plastique, donc des produits solides qui soient aussi bien que des produits en bouteille. Donc, aussi bien, c'est qui moussent autant, qui sentent très bon et qui soient super efficaces. Donc, mousser, voilà. Sentir bon, être efficace. Ouais. Ah, c'est un peu la promesse d'Unbottled et c'est un peu casser les idées reçues sur les produits solides. En gros, on vend pas du savon, on vend du shampoing, mais en format solide. Donc c'est quoi un shampoing solide ? Un shampoing solide, c'est comme un shampoing en bouteille, mais en format solide. Donc comme un savon, comme un pain de base savon. Exactement. Ça ressemble à du savon, mais dedans en fait il y a pas de savon. Le savon, c'est une transformation naturelle, donc c'est une base lavande différente de ce qu'on a dans nos produits. Donc nous, c'est un pH beaucoup plus doux pour la peau et pour les cheveux, et surtout, ça mousse énormément et surtout, on prend du plaisir à les utiliser. C'est marrant, la mousse, c'est un produit marketing au final. La mousse en tant que telle, tu vois. Il n'y a pas besoin de mousser pour laver. Il n'y a pas besoin, mais c'est tout le côté plaisir aussi. Ouais. Enfin, la mousse ne lave pas vraiment, mais c'est agréable, ça procure du plaisir. Okay. Exactement. Puis en fait, quand sous la douche, t'as envie d'avoir de la mousse. Alors je pense en avoir parlé avec le fondateur de Nidé, qui me disait effectivement que ça fait, lui il avait passé 20 ans dans les cosmétiques, c'était un vieux de la vieille, mais c'était un épisode passionnant que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs, mais qui me disait que ouais, ça fait partie un acheteur qui prend un produit qui ne mousse pas, se dit merde, ce produit ne marche pas. Ouais, c'est ça, c'est des idées reçues et puis c'est le côté plaisir chez Unbottled, c'est hyper important. Vous avez, avec Sarah, commencé à imaginer Unbottled en septembre 2019. Vous avez lancé en juin 2020. Et j'ai reçu récemment... On l'a imaginé avant, mais on a commencé à se mettre à 100% en septembre. Moi, à 100%, Sarah était déjà sur le projet depuis un petit bout de temps. Donc la vraie genèse du projet, c'est Sarah, et moi je l'ai rejoint un peu dans l'aventure. Elle cherchait un cofondateur, mais après on s'est mis à 100% dessus en septembre. 2019. Et ça fera partie des sujets qu'on aborde, l'association, parce que c'est clé dans un lancement dans l'entrepreneuriat, trouver le bon cofondateur, savoir s'entourer, avoir des mentors, tu m'en parleras. Yes. Et vous cartonnez. J'ai reçu récemment Tim Dumain, qui est le fondateur de Big Blue, épisode aussi que je vous recommande parce qu'on apprend plein de choses sur la log et l'expérience post-achat, on va dire, qui était dithyrambique à votre sujet. Je crois que vous êtes arrivé chez eux avec 1000 commandes par mois. Vous êtes à plus de 20 000 aujourd'hui, que vous avez dépassé en décembre. C'est ça. Gros carton. On vous connaît aussi parce que vous êtes passé dans une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé. On parlera un peu marketing et du coup l'impact que ça a pu avoir sur les ventes. Ce que vous faisiez avant, ce que vous faites après. Vous venez de passer les 25 000 avis avec une note de 4,8 sur le site. C'est bien mis en avant. Évidemment, parce que ça vaut le coup de le mettre en avant avec une telle note. Tu m'en parleras.
On parlera de la genèse. Vous aviez 3 produits au lancement que vous avez auto-financés. Vous avez mis 20 000 euros chacun. J'aimerais comprendre comment on se lance avec du coup 40 000 euros et peut-être un peu de dette, mais tu nous expliqueras. Et autre sujet qu'on abordera, c'est la distribution, puisque pour percer, eh bien, j'ai l'impression un passage obligé, ou pas d'ailleurs, mais je te poserai la question et tu nous répondras. Et on terminera par une question qui n'est pas une question piège, mais une vraie question que j'aime bien poser en ce moment, c'est... donc ça va faire en juin 2022 2 ans que vous avez lancé en live, mais presque 3 ans que vous y travaillez. Si tu remontais une marque consumer en 2022, quels seraient les principaux ingrédients de la recette ou les variables de l'équation? Bref, un épisode qui s'annonce passionnant. Ça fait quelques mois qu'on se parle. Je suis très heureux d'enregistrer parce que j'aime bien vos produits et c'est surtout un univers où il y a du monde. Alors, c'est en toute. Il y a du monde. Il y a du monde. En toute transparence, il y a plusieurs acteurs qui sont passés sur le panier. Il y a plusieurs acteurs. Après, dans le monde de la cosmétique, il y a beaucoup de monde en règle générale. Et moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un marché énorme et c'est pas un marché winner take all. C'est un marché où il y aura toujours plusieurs acteurs. Il y aura des acteurs qui vont coexister. Et nous, on est sur des produits où on a 66 millions de Français qui se lavent quotidiennement, donc qui utilisent des produits d'hygiène et des produits de soins. Donc il y a de la place pour beaucoup d'acteurs et surtout il y a notamment de la place pour des acteurs qui veulent changer un peu les modes de consommation et la dynamique actuelle qui est pas forcément très vertueuse. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut dire, c'est que en plus la guerre elle est pas entre vous. Disons les jeunes pousses, les startups du milieu, mais non, elle est la menace, c'est les grands du secteur bien sûr. installés. Et Après, on se tire la bourre forcément sur les réseaux parce que on est un peu des startups nouvelle génération. On va communiquer plus sur les réseaux sociaux, en paid par exemple, en ads. Mais oui, la guerre, la guerre, ça une guerre, la bataille du plastique en fait est plus il faut aller taper sur les gros qui sont partout et nous on est encore tout petits. Mais c'est bien ça mon point parce que je n'étais pas allé au bout de ma pensée, mais vous êtes tous contributeurs de ce changement sociétal qui est en train de s'opérer et c'est bien, et tu l'as dit, c'est inscrit dans vos pour vous, vous êtes entreprise à mission, c'est inscrit dans les statuts. Vous voulez libérer la salle de bain du plastique, potentiellement la maison, j'y mène plus tard, mais tu nous le diras, et puis aider les gens à faire leur transition éco. C'est exactement ça, hein. Aider les gens et puis aussi aller chercher des gens qui consommaient déjà des produits solides et avec des produits qui sont un peu différents et un peu novateurs sur le marché. J'avais noté la taille du marché quelque part, mais je la retrouve pas. De mémoire, c'est quelques centaines de milliards par an. Ouais, c'est ça. Après, c'est compliqué parce que ça dépend ce que tu mets dans le marché. T'as le marché cosmétique, le marché du soin, le marché de l'hygiène. Mais oui, c'est des marchés. On parle en milliards d'euros. Vous avez été aussi, autre sujet qu'on abordera, mais d'ailleurs on va y venir, mais autofinancé pendant un bon bout de temps. Vous avez fait un petit tour de table fin de l'année dernière, fin 2021. Avec plaisir. Cool. Eh bien, bienvenue. Plein de sujets passionnants et surtout Ah ouais, autre chose que je dois dire, j'adore votre plateforme de marque. On en parlera. L'univers, la charte. Tu me raconteras comment vous l'avez posé, mais je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas Unbottled, pardon, je l'ai pas dit, unbottled.co. C'est unbottled.co pour aller voir ce dont je parle. Bienvenue. Merci. En tout cas, je suis ravi d'être là et merci beaucoup pour l'invitation, Laurent. Raconte-moi du coup un peu cette genèse et cette rencontre avec Sarah. Alors, Sarah, en fait, je l'ai rencontrée quand je travaillais à Londres. Elle travaillait aussi à Londres. Donc, moi, j'ai travaillé 7 ans, un peu plus de 7 ans en finance. Sarah, elle aussi, bossait à Londres, mais plutôt dans l'industrie de la cosmétique. On se connaissait on avait des amis en commun. Et moi, je suis rentré en France avant elle pour monter ma société. Donc j'ai eu un premier projet dont rien à voir, j'étais tout seul, c'était dans l'assurance, quelque chose qui a pas décollé, c'était du B2B qui a pas marché et surtout j'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et surtout sur moi-même en me disant voilà,
je veux monter une boîte, mais j'arrive pas à le faire tout seul, donc j'ai besoin de trouver quelqu'un. Et en fait, à l'époque, Sarah, elle vadrouillait un peu sur le continent américain. Elle avait un podcast, elle interviewait des entrepreneurs et elle cherchait une idée de boîte. Moi, j'ai écouté son podcast et j'ai repris contact. On s'est revus, on a bu des cafés et on s'est dit, on va lancer un projet ensemble. Et au début, on s'est dit, on va lancer un projet dans le B2B parce qu'on dit, voilà, le B2C, on connaît et c'est très dur, c'est hyper concurrentiel. Donc, faisons quelque chose qu'on ne connaît pas. Classique, non, peut-être des projets SaaS où on a creusé pas mal de pistes. Et à un moment donné, on a rencontré des acteurs et puis surtout à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, en fait, on n'y connaît rien en B2B. Faut aller faire quelque chose où on a une vraie valeur ajoutée, où on peut apporter vraiment une plus-value. Et en fait, Sarah, elle a bossé 6 ans dans l'industrie cosmétique. Elle a bossé pour des grands noms, Estée Lauder, L'Occitane, L'Oréal. Moi, j'étais en finance, donc en banque d'affaires, en fonds d'investissement. J'étais spécialisé dans les biens de consommation, donc j'ai vu pas mal de deals passer secteur de la cosmétique et de la beauté, donc c'est un secteur que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'affect pour ce marché. Et puis Sarah avait des hard skills en produits, développement produit, marketing, communication. Donc on s'est dit faisons ce qu'on sait faire. Donc on va lancer une marque de cosmétiques. Et puis un jour Sarah est venue me voir en disant je pense qu'on devrait lancer une marque de cosmétiques solide. Déjà c'est un projet qui a vachement de sens. Et puis il y a une opportunité là parce que c'est un marché qui est naissant. Il y a un acteur anglais qui s'appelle Lush, qui est là-haut depuis une vingtaine d'années et qui a un peu inventé ce marché au UK. En France, il y avait déjà des acteurs, mais on se dit qu'on avait une place à prendre. Et donc, on a commencé à bosser sur ce projet. Et puis, T'étais en finance à Londres, ouais, avant de rentrer sur ton projet précédent, mais yes. Mais en finance, t'étais tranquille. Pourquoi aller se frotter à la difficulté de l'entrepreneuriat? En fait, j'étais tranquille, mais j'étais pas forcément heureux. J'étais pas hyper épanoui, je pense, dans ce que je faisais. Surtout, en fait, c'est un métier où tu rencontres j'étais dans un fonds, que t'appelles un fonds de growth capital, voire de VC, où on investissait dans des structures assez petites. Donc, on rencontrait beaucoup de management, les managers, les fondateurs. Et j'ai regardé et l'autre côté de la table et je me suis dit un jour pourquoi pas moi. Je voulais avoir ma propre structure et être beaucoup plus libre et surtout créer de la valeur et créer quelque chose. Et ça c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et après oui, c'est pas facile. Tu rentres en France, t'as plus de statut social, tu te mets un peu dans le dur. Mais t'avais quitté ton job. T'avais démissionné. Ouais, j'ai démissionné, ouais. Donc t'as pas d'aide, Non, un peu de sous de côté, ouais. mais t'es à poil. Combien de temps l'association, c'est un sujet qui est critique. Je crois que c'est l'une des premières causes de mortalité en France, avant ou après le non-paiement de factures ou les retards de paiement de factures de certains fournisseurs, clients. Mais l'association, c'est vraiment critique et une association qui marche. Si ça vous arrive, chères auditrices, chers auditeurs, célébrez-la, cette association, parce que c'est suffisamment rare pour qu'on le dise. Vous avez mis combien de temps à vous tourner autour avec Sarah ? C'est une bonne question parce que effectivement c'est un énorme risque. Je pense quand tu te lances dans une aventure avec quelqu'un que tu connais sans vraiment connaître, en fait on ne se connaît pas avec ça. En fait tu connais pas la personne. En fait une association c'est un mariage. T'es H24 ensemble. Tu étais là dans les bons, dans les mauvais moments, et c'est dans les mauvais moments où tu te rends compte, tu te dis ça marche pas quoi. Et donc c'est un risque énorme. Donc c'était nous on a mis en place un peu un petit process où on a commencé à discuter, à voir déjà si on était câblés de la même manière. Après sur le papier on est quand même hyper complémentaires. Sarah elle est plutôt marketing produit, moi je suis plus business, je fais tout le reste autour. Et puis après ça c'est comme ça, mais en termes donc on parle de hard skills, en termes de soft skills, on a des personnalités quand même assez différentes. Donc ça aussi je pense que ça rentre en jeu. Et donc il y a des boîtes aujourd'hui qui naissent et qui font de l'étude scientifique de soft skills. Je pense à Goshaba par exemple, mais il y en a d'autres. Hyper important. Et surtout en fait avant de lancer le projet, on allait chez Comet Meetings, que je recommande, qui est un super endroit à Paris, et on a loué 2 fois une salle, une demi-journée.
et en fait, on a déroulé, on s'est posé chacun, on s'est posé 100 questions, zéro tabou, et on a déroulé. Et on s'est engueulé. On s'est engueulé 2 fois. Et après, une semaine après, que vous aviez préparé ces 100 questions? C'était les 100 mêmes? Non. Enfin, il y en avait chacun qui avait étaient 100 ou chacun avait 50? Chacun avait 100. Ouais. Mais alors, il y avait des questions évidemment qui étaient redondantes. En ligne ou vraiment Non. T'as fait une liste? Oui, il fait une liste. En fait, tu vas t'associer avec cette personne. Quelles questions tu vas lui poser? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Comment tu vois, je sais pas, comment tu vois l'organisation de la boîte? Qui sera président, qui sera directeur général, enfin tu sais, des questions, la répartition du capital, etc. Des questions pas forcément faciles, mais en fait si tu te poses pas ces questions avant, je pense que down the road, si t'as ces problématiques plus tard, c'est compliqué en fait. Et, je pense qu'il faut se fâcher avant de s'associer. Pour au moins savoir si tu sais de réconcilier. Je pense que c'est important. Tu te souviens sur quoi vous vous êtes fâché? Ou vous étiez pas d'accord, en tout cas il y avait de la friction? C'était sur je pense au début, la répartition des rôles, donc la partie un peu président, directeur général. Donc ça, c'est une question d'ego, et en fait, voilà, de facto, tu te fâches dessus, pardon. Et après, tu prends du recul, et puis tu décides d'avancer. Et écoute, c'était une meilleure décision qu'on ait pu prendre, parce que ça marche très bien entre nous et on est très contents. Et je pense que se poser ces questions, c'est hyper bénéfique pour n'importe quelle association. Il y a un écrit, il y a quelque chose? Non. Est-ce que la répartition du capital, tu peux en parler ou pas? La répartition du capital, ouais, elle a un tout petit peu plus que moi, un tout petit peu, parce que voilà, c'était les sujets des discussions, c'était pour avoir, en gros, quelqu'un qui a une golden share, en gros, un décisionnaire. Un décisionnaire. Ouais. C'est le 1% qui sépare du 50-50, par exemple. Ça après, c'est ce qu'il y a écrit. Enfin, c'est les statuts. C'est dans un tiroir. Le jour, je pense, où tu sors ce papier, c'est t'es trop mort. tard. Ouais, t'es mort. Bien sûr. Et en fait, ce qui se passe dans la réalité en day-to-day, c'est chacun own ses sujets et chacun décide ses sujets, présente à l'autre sur les grosses décisions. Et après, voilà. Et en fait, je pense, en l'état, c'est en fait, on a chacun un droit de veto sur n'importe quel sujet. C'est-à-dire si, je sais n'importe quoi, on veut Sarah veut lancer un produit, moi j'ai pas envie, on le lance pas. Si vous n'arrivez pas à tomber d'accord, ouais, si n'arrive pas à te convaincre, toi elle. Exactement. Ouais. Et en fait, mais ça c'est pas écrit, c'est comme ça. Mais c'est ça. Et c'est en fait. Oui, mais c'est de l'intelligence de situation, c'est du. Ouais. Ok. Après, en fait, c'est voilà, et je pense que dans beaucoup aussi peut-être d'associations, il y a des enjeux d'ego, des enjeux. C'est pas facile, hein, mais je pense aussi il faut. Et après, c'est une question, et les questions très importantes aussi, c'est question de valeur. Comment t'es au quotidien, comment tu réfléchis, où est-ce que tu vas amener la boîte, et ça, en fait, avec Sarah, on s'est vachement retrouvé là-dessus aussi. Déjà, on avait des amis en commun, donc ça aide, donc on aime bien les mêmes personnes. T'as fait des ref calls? Non. Vous vous connaissiez suffisamment bien pour. Non, on n'a pas fait de ref call. Non, on est allé, voilà. Bon, en même temps, sans question, risque, hein. une journée ensemble, enfin deux demi-journées pour s'engueuler, se connaître, c'est hyper intéressant. Savoir s'entourer. Quand on est manager, quand on manage, quand on pilote, c'est un peu la clé, quoi. Au-delà de cette association, au-delà de cette association, pardon, entre vous, j'ai du mal. Vous avez des mentors? Donc on est passé par Réseau Entreprendre, et en fait on a eu la chance de tomber sur Bastien Valenzi de Cabaya. Et en fait, l'associé d'Emilien Foiré que vous pouvez écouter exactement, sur le panier, super épisode. Ouais. Les mecs sont top, vraiment top. Ils sont brillants. Ils sont brillants. Ils sont vraiment brillants. Et pragmatiques et tu vois, et logiques. Enfin, ils doublent le chiffre d'affaires chaque année. Et on parle pas de petits chiffres d'affaires. Ouais, easy. Non, là ils viennent d'ouvrir 2 boutiques. Enfin, ils en ont 3, je crois, en tout. Mais ils viennent d'en ouvrir 2 encore là à Paris. Enfin, les mecs, ils déroulent, quoi. Ils sont très forts. Et surtout, il a un mindset très, très entrepreneur, en fait. C'est Jean-Michel entrepreneur, Bastien. Et donc, il est super il a de bons conseils. Et puis, il est passé par plein de situations, voilà. Et il peut nous aiguiller, nous donner des conseils. Faites ci, faites ça. Après, bon, c'est juste on va dire, c'est un mentor, mais qui nous a vachement, qui nous aide beaucoup.
quelle est la part, je sais pas, c'est quantifiable du succès d'Unbottled, enfin du succès, en tout cas de la réussite jusqu'à présent d'Unbottled. Je sais pas, j'ai pas envie de le dire. Non, parce qu'après il va réclamer une partie du gâteau. Il a pas le droit, je crois, en plus, non, avec. Non, il a pas le droit. Bien, exactement, t'es bien renseigné. Trouver une associée, bien se connaître, les 100 questions, une après-midi ou 2 après-midi ensemble pour se taper dessus et bien se connaître et surtout aller dans la même direction. Vous allez dans la même direction ? Le endgame, c'est le même ? Oui. Ok. Libérer les salles de bain du plastique. Vous avez trouvé un endgame commun. Ouais, c'est le sens de. En fait, c'est le sens de la boîte et puis on se lève tous les matins. Bon, effectivement, c'est très vague, mais c'est une vraie mission. Et on est content d'aller tous les jours bosser chez Unbottled et puis vendre des produits solides à des gens qui consommaient des bouteilles en plastique avant. C'est génial, en fait. Formidable. Ensuite, ce lancement, il faut le financer. Yes. Comment est-ce que vous faites ? Alors, le financement... Je crois l'avoir dit en intro, hein, mais en gros, vous mettez 20 000 € chacun. Ouais, on a mis 20 000 € chacun, donc ce qui est quand même une grosse somme. Hein. Donc, on a 40 000 €. Donc, on rentre chez Réseau Entreprendre. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on a 40 000 € aussi de Réseau Entreprendre. Et après, on a un prêt bancaire de BNP Paribas. Donc, on a à peu près 150 000 € pour lancer la boîte. Mais le prêt bancaire, en fait, est débloqué 4 à 5 mois plus tard. Donc, en fait, on a déjà fait 3 millions de ventes. Ouais. Non, absolument pas du tout au début. Donc on part avec un petit budget, donc on se bootstrap, on lève pas d'argent, et puis on y va quoi. En fait, on s'est dit. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette somme alors ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme ? Alors là déjà on finance la première production. L'air de rien en fait, t'as ce qu'on appelle des MOQ qui sont assez élevés. Minimum quantity, hein, c'est ça, ouais, minimum c'est ça. Order quantity. Donc, tu peux pas aller, je veux 50 shampoings, 50 gel douche et 50 nettoyants visage, parce qu'on a lancé avec 3 produits. Un shampoing, un gel douche qu'on appelle un gel douche sans bouteille, et un nettoyant visage. Donc, tu finances la prod. On avait une designeuse qui nous a aidé sur le logo et déclinaison de la marque sur les supports, donc les packs par exemple. Après, on a quasiment tout fait en interne. Le brand book, la plateforme de marque, ça c'est le taf de Sarah qui l'avait déjà fait avant dans des jobs précédents, donc qui nous a sorti un brand book magnifique. On avait contacté des agences de branding et tout, mais en fait on a vu les devis, on n'a pas le budget en fait, donc on va le faire nous-mêmes. Et après parce que vous saviez faire. Parce qu'on savait faire. Ouais. Alors on peut tout faire soi-même. Il se trouve que là je trouve que c'est particulièrement réussi. Et du coup, ça c'était un hard skill que Sarah avait. Et ça pour le coup c'était hyper important. Effectivement on peut pas l'inventer. C'est pas un truc qui s'apprend sur des vidéos YouTube ou du moins c'est très compliqué. Donc ça effectivement ça a été un peu décisif pour je pense pour la marque parce que on a investi zéro derrière la marque, on a investi zéro en fait là-dessus. On est toujours sur le même brand book qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans et demi. Tu l'as dit, hein, il y a le mot marque dans ce que tu viens de dire et ce brand book que vous réalisez en interne sur lequel vous êtes depuis le début. C'est un asset ultra fort de la création de valeur aussi d'une marque consumer comme vous faites. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est hyper important. Ça définit un peu, c'est ton fil directeur en fait de ta stratégie, de ton positionnement, comment tu t'adresses de ta com, comment tu t'adresses à tes clients et comment tu t'adresses au marché aussi. Donc ouais, c'est clé. Brand Platform, la charte édito, le ton, c'est vous aussi en interne ? Ouais, c'est nous en interne. Le ton, on se voulait proche. En fait, on se voulait sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, on a un petit brin d'humour, sans faire des blagues à la bigarre, bien sûr, mais un tout petit peu de second degré. Voilà, ça fait pas de mal à personne. Bon, on a arrêté un peu, on a toned down un peu sur le second degré. Parce qu'il y avait des gens vraiment qui comprenaient plus, donc on allait un peu, on n'est pas allé aussi loin que prévu. Ce qui est un problème de riche, parce que des gens qui comprennent plus, ça veut dire que tu touches un public qui est beaucoup plus large que votre micro. Oui, non, mais je sais pas. Après, on avait peut-être un peu trop loin. Typiquement, en bas de page, en bas d'email, on avait pour le bureau des plaintes, c'est par ici, et plainte, on l'écrivait P-L-A-I-N-T-H-E-S. Oui.
Bref, bref. Et après, on avait pas mal d'emails. Oh, il y a une faute d'orthographe. Bon, bref, ok, la vanne est nulle, on la coupe. Mais en fait, non, et sérieux sans se prendre au sérieux, parce qu'on est aussi une marque de cosmétiques. Voilà, on est des produits qui s'appliquent sur la peau, sur les cheveux. On a des vrais bénéfices. Donc voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc le ton, on vous voit les gens, bien sûr. On tutoie pas parce que on préférait garder aussi cette distance. Je trouve que c'est plus respectueux aussi vis-à-vis de nos clients. J'ai oublié ta question, mais non, je te demandais ce que vous aviez, si la charte édito vous l'aviez. Oui, tout ça, bien sûr, tout ça en interne. En fait, donc une free pour la partie. Bah, on sait pas faire. Déclinaison de la charte sur le logo. Ok. Bah, on n'a pas de licence InDesign, on sait pas s'en servir. Le site. Et le e-com. Et surtout, cette free, elle est dingue. Donc, on était très contents. Je donne pas son nom parce que j'aimerais moi aussi la contacter. En tout cas, ça doit se trouver. Et le site, pardon, dernier point. Le site. Donc vous êtes aujourd'hui sur Shopify, plus d'ailleurs. Ouais. Vous étiez sur Shopify dès le début ? Oui. Et qui l'a fait ? C'est nous. C'est nous. Sarah, nous, c'est toi en plus. Oui, nous, enfin, avec Sarah, mais là pour le coup, le site c'était moi. En fait, donc, et dans les 40 000 € aussi, il y a le premier shooting aussi qui coûte. J'en avais pas parlé, mais bon, ça coûte quand même un petit billet. Un bon shooting pack shot. Ouais. Bon, après, on a bricolé avec des amis d'amis, etc. Mais bon, ça coûte quand même, quand t'as 40 000 €, quand t'as déjà lancé ta prod, t'as plus grand chose derrière. Donc, on était là, bon, faut vite vendre les produits. En fait, on s'est dit, de toute façon, le meilleur euro généré, c'est celui qui est généré par tes ventes. C'est pas celui qui vient d'investisseurs ou qui vient d'ailleurs, en fait. Donc, on voulait, on avait ce mindset-là dès le début. Mais pour revenir sur le site, c'est un Shopify, parce qu'on m'avait conseillé, je connaissais rien, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. On m'a conseillé d'être sur Shopify parce que c'était du no-code. Et en fait, je suis rentré dessus et j'ai acheté un thème un peu au pif. Et j'étais très frustré parce que je pouvais rien faire sur le thème. C'était en plus à l'époque Shopify, tu pouvais pas faire grand chose. Typiquement, on avait une police, même une Google Font que je pouvais pas installer sur le thème. Donc j'étais là, c'est pas possible en fait. Si on n'a même pas notre police sur le site, ça marche pas. Et donc j'ai demandé à un ami de montrer un peu comment ça marchait derrière le front, un peu rentrer dans le code. Et puis de fil en aiguille, il m'a un peu expliqué. Et puis après c'était des tutos YouTube, j'en ai bouffé. Et puis après c'est des nuits entières à passer, à tester des trucs. Et puis après voilà, je suis devenu un pseudo développeur amateur. Je pense que mon code est tout pourri et il y a plein de répétitions et mon site est hyper lent, mais il tourne et surtout j'ai pu faire ce que je voulais, donc c'est l'essentiel. Et ouais, on a fait plein de modifs, on allait loin sur le site, mais tu vois, on est très content, on a un super taux de conversion et ouais, après là, faut qu'on bosse dessus parce qu'il est pas parfait et je pense qu'on a accumulé une dette technique parce que voilà, avec 0 € investi derrière, c'est compliqué. Donc là, on va commencer à travailler dessus, mais là, il tourne et tout va bien. Mais c'est aussi la beauté de Shopify. La dette technique, on en parle de temps en temps sur le panier, c'est quelque chose qui est assez normal. C'est pas dû au CMS que vous utilisez, la plateforme que vous utilisez pour le e-com. C'est d'ajouter, d'enlever des patchs, de faire des modifs. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut avoir un truc qui se traîne un peu, qui a l'impression d'être de tenir par des bouts de ficelle. C'est assez standard, quoi. Ça arrive. Ouais, et puis il tourne. Puis ouais, je pense que tant qu'il tourne, tout va bien, mais il va continuer à tourner. Mais c'est juste que voilà, derrière, s'il y a des projets à l'international, et puis surtout, je suis le seul à pouvoir. J'ai personne qui m'aide en fait sur le site. Je suis le seul à pouvoir changer quelque chose sur le site parce que c'est le code que j'ai créé. Il faut aller la plupart des choses sont en dur, donc il faut que j'aille trouver l'asset, etc. Et en fait, si je fais monter quelqu'un qui n'est pas dev dans l'équipe, je serai toujours le seul à pouvoir modifier le site. Donc en fait, l'idée c'est quand même le templatiser pour pouvoir quelqu'un qui arrive et qui n'est pas dev pour pouvoir t'aider à, updater les fiches produits, aller updater les pages, etc. Donc c'est aussi, il y a un enjeu derrière de se structurer et voilà, il est temps en année 2 de commencer à penser à la suite. Donc c'est pour ça que je parlais de dette technique aussi là-dessus. Je le dis pas à l'antenne. Ah mince, je suis en train de le faire. Mais ouais, la web perf en plus en mobile, elle
Elle est pas terrible. Et un invité récemment. Merci beaucoup, Laurent, ça fait plaisir. C'est bonheur. Zéro bullshit sur ce podcast. Un invité récemment me disait qu'en améliorant la web perf mobile de son site, il avait fait progresser le taux de transfo, on va dire. Alors, par dixième de points à chaque fois, oui, mais bon, clairement. Ça y avait participé, quoi. Bah, moi, je viens pas de ce monde-là et j'ai développé le site sur desktop. Ce qui est en fait une hérésie. Là, je vois Laurent me regarder avec des yeux, mais qu'est-ce que tu fais? C'est une hérésie. En fait, le site, il se développe sur mobile. Et après, il s'adapte sur desktop. Ça dépend. Bah, moi, du moins, notre site. Répond-il par politesse? Oui. Notre site, c'est plus de 80% du trafic, c'est du mobile. Et on voit bien, le taux de conversion sur desktop est très élevé, mais parce que c'est un site desktop. De toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours plus élevé. Et mobile, il est bien, mais il pourrait être 100 fois mieux, je pense. 2 dernières questions, puis on passe à cette belle phase d'accélération que vous avez connue. Merde, j'en ai oublié une. Le nom et oui, le business model. Unbottled, j'adore le nom et j'adore votre logo. Et pardon, c'est pas de la... c'est sincère. Mais c'est pas facile en français. Unbottled. Unbottled, ouais. On l'a souvent. C'est pas facile, mais à Gundas... C'est pas facile non plus. Ouais, c'est pas les mêmes moyens. Oui, non, bien sûr, mais bon, l'ambition. 40 000 euros, je sais pas combien de millions ils ont eu pour lancer la marque. Qui est faite à Brooklyn, qui est pas du tout faite en Hollande. Enfin, c'est génial la Gundas. Mais... Non, mais c'est aussi un nom qui s'exporte. Après, toi, sur le site, il y a du Made in France partout parce qu'il y a des gens qui nous demandaient c'est Made in France, cette marque? Ouais. Mais oui. Mais après, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça, je trouve, c'est la force de la marque, c'est que, une bottled, ok, c'est 100 bouteilles. Donne. Ok, vous l'avez testé? Insight utilisateur? Non, c'était libre et c'était bien. Exactement. Bon, mais parfois il faut suivre. On a regardé si on pouvait acheter le nom de domaine, s'il était déposé, etc. Mais oui, non, mais tu l'as pas testé avec l'utilisateur final. En fait, Focus Group, on n'a rien fait. Non. Super. La dernière question, c'est le modèle dans cet univers. Alors, il y a eu plein d'acteurs qui sont, pas plein. Il y a eu quelques acteurs qui sont passés sur le panier. Il y a plein de modèles différents, de l'abonnement, du one shot, de l'abonnement à la demande. Donc c'est un mix des deux. Quel est votre modèle et pourquoi ce modèle? On fait pas d'abonnement. Nous, c'est on va dire un site classique e-commerce où tu achètes. Après, on propose des bundles où en fait, par exemple, si tu achètes 3 shampoings, tu as à peu près plus de 10% de réduction sur tes 3 shampoings. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le panier moyen grâce au bundle. L'abonnement, on le fait pas. Déjà parce que j'étais tout seul sur le sujet. J'ai commencé à regarder. Et puis, en fait, c'est hyper complexe à mettre en place. C'était une usine à gaz et puis j'avais pas le temps. Après, on aurait pu prendre quelqu'un qui nous aide, mais surtout, je pense que l'abonnement, nous, on a des produits quand même maintenant très différents et en fait, qui se consomment pas à la même vitesse. Donc, je pense que je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour une bottle d'abonnement pour l'instant. Après, ça veut pas dire qu'on le fera jamais. Il faut tester, comme tout. Mais pour l'instant, c'était pas une prio. On a un beau taux de repeat qui se situe à peu près entre 40% là, ces 3 premiers mois. Donc 40% de la base qui rachète à peu près tous les mois, donc c'est plutôt fair. Après j'ai pas vraiment les chiffres de marché, mais nous on est content là-dessus. On a des belles cohortes, on a une belle LTV, donc on s'est pas vraiment penché dessus à 100%, et je suis même pas sûr qu'on le fera parce que je sais pas si pour nos produits en termes d'expérience client ça soit dingue. Ok, hyper intéressant. Donc là on arrive en juin 2020, vous lancez. Yes. Et accélération incroyable puisque fin 2000 accélération, mais au début c'était compliqué. Tu vas me raconter. Ouais, je te raconte. Vas-y, raconte le lancement. Le lancement. Non, pardon, juste pour savoir où on arrive à la fin de cet échange qu'on va avoir dans les 10 prochaines minutes. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, c'est un peu plus de 20 000 commandes par mois. Un chiffre que vous avez passé en décembre et qui est normalement une période forte. Mais vous n'êtes pas redescendu en dessous depuis. Non. Donc c'est de la croissance. 600 000 produits écoulés. Je crois que si on cherche sur Internet, on peut trouver votre chiffre d'affaires que tu ne me diras pas ici, mais on parle de plusieurs millions l'année dernière. Tout ça en l'espace de, du coup, 1 an et demi, en gros. C'est ça, ouais. Juin 2020, fin 2021, début 2022, là où on enregistre. Plus de 1000 points de vente avec un incroyable partenaire qui est Sephora, quelques concept stores. Depuis janvier cette année. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais on arrivera à la fin de cette discussion au chiffre que je viens de donner. Raconte-moi.
On a lancé en juin 2020. Premier jour, 3 000 €. 80%. Premier jour? Oui, Ouais. mais c'est votre cercle Oui. premier, c'est ça? Ok. 80% de Friends and Family. Deuxième jour, on est à 1 000 €. De là, yes, c'est bon, ça va rester à 1000, on est bien parti. Et troisième jour, on fait une vente. C'était le pire jour de l'histoire d'une bottle. Une vente. Et en fait, on faisait pas du tout de paid. On savait même, enfin, on n'avait pas les réflexes d'e-commerçant. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on n'a pas fait de Ulule, on n'a pas fait de crowdfunding parce qu'on voulait aller le plus rapidement possible sur le marché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une landing sur notre site via un outil qui s'appelle Kickoff Labs pour récupérer les adresses email. Et en fait, in fine, je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie parce que tu récupères beaucoup d'adresses email, mais c'est pas vraiment des gens qui achètent, c'est des gens qui sont là pour les concours, pour le discount, donc c'est pas vraiment l'audience la plus qualifiée. Et donc on avait très peu d'audience, donc on bricolait à droite à gauche, on faisait pas encore d'ads à l'époque, on était encore en organique, on avait un compte Insta qui avait voilà des milliers de followers, mais ça suffisait pas. Et donc voilà, on s'est regardé avec Sarah, on s'est dit il est peut-être temps de tester les ads. Donc on a commencé en interne comme d'hab, on a fait notre propre contenu. Sarah est devenue on a fait des calls avec des gens, encore une fois j'en parlerai, mais le réseau c'est hyper important, des gens type un call avec Emilien de Kabaya. Voilà ce que devrait faire. Bastien ou Emilien? Emilien. Okay, pour la partie ad c'était Emilien. Voilà ce que devrait faire, on l'a fait, ça marchait pas trop mal, et après rupture de stock pendant 2 mois. Donc tu avais écoulé tes 40 000 € ou 30 000 ou 20 000, je sais pas, de stock précommandé. On avait 6 000 produits au début. On a écoulé 6 000 produits. Et en fait, en combien de temps, du coup? En 2 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre shampoing se fissurait et éclatait un peu sous la douche. Donc ça faisait des petits grumeaux un peu partout. Donc on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe? On a dû en fait changer un peu le procédé de fabrication, mais en fait ça a pris du temps, donc on était en rupture pendant 2 mois. Donc en fait on lance début août on est en rupture, et août, septembre, octobre, un peu plus de 2 mois on est en rupture, donc on fait des précommandes sur le site. Donc c'est pas des chiffres fous là, par mois je crois qu'on était à, je sais pas, entre 300 et 450 commandes. Par mois. Oui. Et t'as fait x100 quand même en 1 an et demi, du coup, mais du coup plus 1 an et demi, non. Et en fait, il se passait plein de choses. En logistique, on avait pris un ESAT parce qu'on voulait vraiment, on avait cet ADN dans le bottle, de faire du bien. Exactement, d'un point de vue social aussi. Et en fait, ESAT, pardon, c'est pas clair, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet mais c'est des lieux de réinsertion ou d'insertion d'handicapés et qui peuvent faire du packaging. Exactement. Voilà. Ouais. Là, c'était des handicapés et des anciens sans-abri en réinsertion. Et en fait, ça se passait pas bien parce qu'en fait, c'était des transferts de fichiers Excel. C'était le bazar. Ils envoyaient les commandes 2 fois par semaine. Donc les gens en face étaient frustrés. Donc en fait, on s'est dit on ne pourra pas scaler avec cet ESAT qu'on a réutilisé derrière pour des sujets un peu plus simples d'assemblage, mais pas d'expédition. Donc après, là, on est passé chez Big Blue. En fait, on a eu 2 transitions. On est passé chez Big Blue et on est passé chez notre agence média actuelle. Et en fait, là, c'était en novembre. Donc, on a un peu surfé sur la période de Noël, la période cadeau et Black Friday. Et là, les ventes ont commencé un peu à décoller. Et c'est vraiment à partir de janvier, donc 2021, où ça a vraiment commencé on doublait, en monthly basis, on doublait, quoi. Et en fait, monthly basis, donc sur une période mensuelle. Sur des périodes mensuelles, vous doubliez. Ouais. Donc tu commences l'année à combien de commandes par mois? L'année, on était à peu près à 1000. Donc tu fais x20 sur 12 mois. Comment? Déjà, en fait, on a... Donc t'es passé chez Big Blue, mais ça t'apporte... Ça t'apporte du post, ça t'apporte, je pense, c'est de la réassurance aussi derrière en post-purchase. Et puis ça, c'est de la rétention client. Après, et l'expérience aussi à la livraison était beaucoup plus courte, donc était beaucoup plus intéressante pour le client. Mais c'est pas ça qui te fait scaler en fait. Non, mais ça rassure, ça rajoute, et potentiellement ça fait du repeat. Exactement.
Je pense que c'est aussi notre agence média parce qu'ils ils ont bien dépensé le budget qu'on avait alloué pour ces sujets et surtout, on avait un site qui convertissait bien et puis Sarah a commencé à délivrer du contenu de fou quoi et du contenu qui marchait hyper bien, donc avec des ROAS de ma boule et puis je pense voilà ça c'était Attends, qu'est-ce que tu appelles content alors dans ce cas? Des ads, des vidéos, des photos, surtout des vidéos qu'on poussait sur les plateformes Facebook, Insta, et en fait qui marchaient hyper bien. Et puis après, on avait quand même du bon repeat, et je pense qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et nous, je pense que ce qui nous a vraiment fait décoller, c'est qu'on a craqué les ads. Donc sur des ads, on était des killer ads, on était méga rentables et ça marchait hyper bien. En 2021. Début 2021, ouais. On a commencé en novembre. Après, en fait, je pense qu'on surfait aussi sur la tendance un peu macro des gens qui veulent acheter à Noël. Mais en janvier, c'est là on a en fait, en janvier, on était en février, on a doublé le mois de janvier et on était en rupture aussi. Ouais, parce qu'on a des problèmes d'appro. Parce que ton temps d'appro, c'est combien? La pro, c'est 2 mois à peu près. Un peu, même maintenant c'est 4-5 mois. Ok, et c'est du France, local, européen? Bien sûr, non, tout France. Tout France. Made in France. Ouais. 4-5 mois pour la pro. Ouais. Il faut bien prévoir tes. En ce moment, parce que les volumes, nous on a des volumes maintenant qui explosent. Surtout, on a des étudiants en carton. On va passer en carton recyclé. C'est des produits, c'est du matière première hyper demandée. Et devant toi, tu as les centrales d'achat des Danone, des Coca-Cola qui passent avant, qui rasent tout, parce qu'ils remplacent tout le plastique. Ouais, qui rasent tout, et toi, tu prends ce qui reste. Et donc, tu es obligé d'aller maintenant, on fait des commandes, des énormes commandes de carton, de matière première à plus de 6 mois. Ok. Et en fait. Pas de produit fini de packaging. La matière première du packaging. La matière première, et après, tout le produit fini est transformé chez notre partenaire dans le sud de la France. Ok. Il y a une autre matière première qui manque en 2021, enfin qui commence à manquer fin 2021, c'est les ads. Enfin, tu dis que vous accélérez sur l'année. Ouais. J'en parlais récemment avec un invité aussi qui me disait que bon, c'était formidable parce qu'en 2020, pendant le Covid, la plupart des gros acheteurs, annonceurs réduisent leur budget. Ça fait de la place et un appel d'air pour plein d'autres qui peuvent du coup faire de l'achat média digital ou même télé d'ailleurs pour pas cher. En 2021, tout le monde revient et les prix explosent. Vous l'avez senti? Oui. Fin 2020, en fait, on l'a senti, mais on est arrivé toujours à garder notre croissance rentable. Mais c'est vrai que surtout fin d'année, les CPM explosaient. Et là, début d'année, ils sont descendus un peu. Donc les coûts de diffusion sur les plateformes, ouais, on l'a senti. Ouais. On l'a senti, mais nous, en fait, on est né pendant le Covid. Donc on n'a pas eu d'avant Covid. On a eu un après Covid comme tout le monde. Enfin, s'il y a un après. Mais on n'a pas, voilà, et on n'a pas vraiment souffert en fait. Mais après, oui, comme tout le monde, on est face à des coûts d'acquisition qui augmentent, et donc après, faut gérer, voilà, faut le gérer, et puis surtout, ça nous oblige à être de plus en plus performants en ads. Donc une accélération en partie grâce aux ads. On reviendra aussi sur le mix marketing après. La gamme produits, vous avez lancé avec 3 produits. Hein. Tu m'as dit shampoing, savon et soin visage, c'est ça? La gamme produit augmente. Vous êtes maintenant gel douche. T'as dit shampoing, savon, soin visage. C'est pas un savon, c'est un gel douche. Il n'y a pas de savon, c'est sans savon. C'est pour ça qu'on l'appelait gel douche. En gros, il est aussi crémeux, aussi onctueux qu'un gel douche. Mais il est dur. Oui. Oui, d'accord. Mais si tu vulgarises, c'est un savon. Pardon, autant pour moi. Donc shampoing, gel douche, dur et soin visage. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de produits. Il y a aussi des mix, les packs famille. Enfin, il y a plein de choses qui n'étaient pas là au début. Raconte-moi cette évolution produit et comment est-ce que vous vous inspirez pour savoir quelle nouvelle ligne ou offre lancer? C'est les clients qui nous demandent. Et nous, on répond un peu à la demande, on fait des sondages. Et puis après, voilà, on a aussi des intuitions fortes, type, en fait, on propose des shampoings. Donc, on doit proposer un après-shampoing. Tout le monde l'a demandé, donc on l'a lancé là, au mois de mars, l'après-shampoing. On a mis hyper longtemps à le sortir parce que on était hyper exigeant sur la formule et la fabrication, c'était une tannée. Mais là, on l'a sorti et on a fait un lancement de ma boule en une journée. On a vendu 5000 pièces. Donc là, on est en... D'après-shampoing. Ouais.
J'ai du mal à imaginer comment tu fais un après-shampoing solide. Dans le shampoing, je peux comprendre, mais l'après-shampoing, il y a tellement de... Je sais pas, moi je... Ah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le sortir. Ok. Non, et après... 5000 ventes sur la première journée. Non, c'était un super lancement, on était hyper contents. Les gens l'attendaient vraiment et surtout, on a un taux de repeat. Enfin, c'était nos clients qui l'attendaient. Donc et en fait, on parle beaucoup quand ça a décollé, c'est les ads, c'est effectivement c'est la stratégie, c'est le site. Mais en fait, on oublie de parler on a parlé de la marque et on oublie de parler d'une chose, c'est les produits en fait. Et les gens, pourquoi on a fait cette journée record lancement après shampoing? Parce que les gens utilisent nos produits, réachètent et kiffent quoi. En fait, il y a plein de gens qui disent on a 25 000 avis sur le site, on les a pas pour rien. Les gens en fait, c'est un effet waouh quand ils utilisent nos produits. Ça mousse, ça sent bon, ça marche. 25 000 avis à 4.8. Enfin, Oui. Les avis, c'est... Oui. J'allais la poser plus tard, mais du coup, je la pose maintenant. Comment est-ce que tu lances un nouveau produit? Vous en avez lancé du coup 7 à peu près, enfin je sais pas, quelques-uns en tout cas sur l'année. Alors, ça, est-ce que tu as une routine activer la base, les réseaux sociaux? Alors, oui, tu vois, dans le lancement d'un pur mur sur l'après-shampoing. Comment tu fais pour faire 5000 ventes le premier jour? On fait du teasing. On a beaucoup rigolé avec Thomas d'Email Club qui est passé ici, donc il nous a vachement aidé sur ce lancement. On a fait du teasing par email. On a poussé les typeforms pour de l'inscription sur des précommandes. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé l'après-shampoing à notre base 3 heures avant de le mettre en ligne. De le mettre en ligne, enfin publiquement, sachant que les quantités étaient limitées. Les quantités étaient tellement limitées qu'on était en rupture de stock. Le samedi soir, on était en rupture de stock. Et en fait, tu l'as lancé quand, pardon? On a lancé le 4 mars. Quel jour? Un vendredi. Un vendredi. Ouais. Donc, tu lances des produits le vendredi. Ouais, c'est pas dingue. Et je sais plus. Et donc le samedi, tu étais en rupture de stock. On l'a lancé le vendredi parce qu'on était en flux tendu avec la prod. Ok. Tu actives ta base, des typeforms pour s'inscrire. Et tu l'actives 3 heures avant, donc tu donnes un sentiment de FOMO. Exactement. Et puis surtout, tu t'en parles avant. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de secret. Les gens l'attendaient. Enfin, tu l'actives, en fait, tu t'informes. C'est là, il faut que les gens soient au courant, mais les gens l'attendaient. Donc, en fait. Où est-ce qu'ils t'ont dit? Comment est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils attendaient qu'ils soulèvent ce produit? Tu vas sur les commentaires Insta, ils t'envoient des DM, les gens nous laissent des messages d'amour sur le site. Enfin, ils écrivent beaucoup. Ils nous donnent plein de conseils. Enfin, on a une communauté hyper bienveillante. Et en fait, je pense que sur des produits comme ça, engagés, une marque engagée, des produits sans plastique qui veulent un peu changer le monde, les gens en fait sont beaucoup plus réceptifs. Ouais, réceptifs et surtout sont une communauté beaucoup plus engagée qui commande, qui like, qui défend la marque quand elle se fait attaquer. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc les gens parlent. Est-ce que là tu fais référence à qui va être mon associé? Comment ça? Quand tu dis ils te défendent quand la marque se fait chahuter? Non, mais là on a une. Enfin, on se fait. Le passage n'était peut-être pas à l'auteur des espérances, mais après, en termes de notoriété pour la marque, c'était super. Et puis surtout, on est resté droit dans nos bottes. On y reviendra, et de toute façon, c'est pas vraiment le sujet. Donc, de l'accélération via de l'achat d'ads, des super assets pour les campagnes que Sarah produit, une gamme produit qui s'étoffe et qui permet d'animer ta communauté. Je reviens sur cette croissance de 1 à 20, en gros, de 1000 à 20 000 produits par mois sur l'année 2021. La distribution, ou pas encore? La distribution en physique? Ouais. Alors, parce qu'à ce stade, quand est-ce que vous ne vendez plus que en ligne? On avait des pharmacies à l'époque. On avait à peu près 200 pharmacies. Comment tu rentres dans un réseau de 200 pharmacies? Avec des commerciaux freelance. T'as des commerciaux freelance unbottled qui aiment la marque, et les pharmaciens leur demandent des produits un peu plus dans l'air du temps, plus écolo, parce que la plupart des marques un peu tradies en pharmacie, c'est pas vraiment ça, enfin de plus en plus. Donc on lance avec ces commerciaux. Et puis comment tu les trouves? Des contacts, des gens qui nous présentent, qui disent tiens je suis en pharmacie, tu es comment? Tiens je connais un tel, tu me contactes et on discute. Donc on avait commencé, on avait fait les pharmacies et puis on a arrêté. On a arrêté parce qu'on n'était pas content de l'image de marque, on le trouvait dégradée en pharmacie. Les pharmaciens ne les mettaient pas forcément au prix
au prix retail du site, donc un peu moins cher. Et en fait, et ça t'impose surtout une gymnastique qui est un peu différente, parce qu'avant, tu as ton produit, ton packshot, une fiche produit sur ton Shopify. Là, il faut un peu de PLV, un peu de mise en avant. Et puis, en fait, on était deux. On a été deux avec Sarah chez Unbottled. Donc, on avait quelqu'un qui nous a rejoint en free service client plus tôt. Mais première embauche, c'était fin d'année l'année dernière. Donc, fin 2021. Fin 2021. Ouais, une personne. Donc on était deux et en fait c'était ingérable et c'est pour ça qu'on avait des commerciaux en free. Et en fait ce qu'il faut faire, enfin moi je pense qu'il faut faire en pharmacie, c'est au-delà de prendre de la place, d'avoir une super PLV, c'est d'animer les points de vente et d'avoir ta propre force commerciale qui visite les points de vente. Et ouais, donc on n'était pas prêt, on n'était pas équipé et donc on s'est dit voilà, le plus important encore une fois c'est la marque, c'est l'image de marque et c'est aussi de pas flouer nos clients. T'as les clients qui entraient en pharmacie, ils voient le shampoing 20% moins cher. Non, mais ça... C'est pas dingue. Donc voilà, on a commencé un peu là-dessus avec les pharmacies. Alors, avec 200 pharmacies sur Paris et Île-de-France, en proportion, peut-être pas en valeur, qu'est-ce que ça représente par rapport à tes ventes? Ouais, c'est pas beaucoup parce que on parle de quelques pourcents ou quand même on dépasse la dizaine? Non, on dépasse pas du tout la dizaine. Non, donc c'est finalement beaucoup d'efforts pour... En fait, en soi, c'est pas beaucoup d'efforts parce que on produit une PLV et après les commerciaux tournent, ils envoient la commande. Moi, j'envoie la commande à Big Blue les livre, donne. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais c'est ce qu'on faisait. Mais donc en soi, c'était pas beaucoup d'efforts, mais c'était pas dingue pour la marque. Ok. Donc vous abandonnez ça. Donc on arrête. L'idée c'est pas d'arrêter définitivement, mais on a expliqué, voilà, on aurait dû y aller un peu mieux préparé. Et en parallèle, on discute déjà avec Sephora. Courant 2021, c'est ça? Oui. Ouais. Pour un lancement janvier 2022. On est le 7 avril quand on enregistre. Vous écouterez cet épisode le 22, donc ça fait 4 mois que c'est lancé, ou que en tout cas que c'est lancé. Tu peux nous parler un peu de cette sans rentrer dans le détail, j'imagine que tu as signé des NDA, mais pardon, NDA c'est Non-Disclosure Agreement, c'est un accord de confidentialité, un contrat de confidentialité, c'est ça. Comment tu discutes avec Sephora et comment tu rentres chez Sephora et pourquoi d'ailleurs Sephora? C'est marrant parce que je crois que la genèse, c'est quelqu'un qui travaille chez Sephora nous découvre en pharmacie, adore le produit, on prend contact et là... Pardon, je suis obligé de faire une pause, mais putain, on oublie de parler du facteur chance dans la réussite des startups ou de l'alignement d'étoiles par moment et de savoir écouter tous ces signaux un peu faibles. Mais il faut parler de soi, il faut pas hésiter à s'ouvrir. Je pense que le facteur chance est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut toujours rester, je pense, super humble. Parce que exactement. Et quand tu dis comment vous avez réussi, il y a aussi une grande part de facteur chance. Et puis surtout, voilà, c'est pas fini. Et pour l'instant, moi, j'estime, et puis avec Sarah, c'est pareil. On te disait tout à l'heure, nous, hyper exigeants, et on estime, enfin, pour l'instant, on n'a rien fait en fait. La marque, notre mission, c'est de libérer les salles de bain du plastique, et il faut qu'on continue, et il faut qu'on aille dans beaucoup plus de salles de bain. Donc oui, je pense qu'il faut rester hyper humble avec ce qu'on a réussi à faire. Toujours est-il qu'une personne de chez Sephora découvre vos produits dans une pharmacie, donc ça a servi à ça au final, au moins. Non, mais après les pharmacies, c'était une belle aventure aussi, mais voilà, il faut le faire pour se tromper, et puis ceux qui font rien ne se trompent jamais. Mais donc Sephora, c'est ça, Sephora, donc voilà, on commence à discuter avec eux, ils nous contactent, on discute, et puis à un moment donné, ils nous proposent ce lancement et qui est juste inespéré pour nous et qui est dingue et qui est acceptable. Oui, bien sûr. Parce que tu as une négo, non, mais sur ton Céline. Oui, on a une négo, on négocie et oui, qui est acceptable. Après, c'était la question, c'est comment, voilà, la stratégie long terme de la marque, voilà, est-ce que prolongeons sur 2022 et sur le retail et sur le wholesale. Exactement, et c'est aussi quelle direction on veut prendre en termes de marque. Est-ce qu'on veut prendre une direction, voilà, Sephora, entre guillemets, mastige, donc vulgariser les produits solides, aller là où en fait où les gens achètent et surtout proposer des alternatives au plastique là où en fait il y a beaucoup c'est un peu le temple du plastique en cosmétique chez Sephora.
Voilà, soit on fait ça, soit on décide de continuer de faire avec des indépendants. Donc voilà, c'était un choix très dur. Et on a décidé de follow-up avec Sephora et on ne regrette pas un seul instant. C'est super. Et de voir nos produits sur leurs étagères, c'est dingue. 1000 points de vente. Ouais, 1000, donc 16 pays. 14 pays, pardon. Vous étiez déjà à l'international en 2021 en ligne, en DTC? La Belgique, ça compte? Oui, bien sûr que ça compte, évidemment. La Belgique compte énormément. Non, mais pour Mais c'est l'international, francophone et c'est assez simple. Oui, voilà. Pardon, t'as dit un truc, t'as dit mastige, juste pour qu'on soit clair. Mastige, c'est un mélange de mass, comme mass produced, et prestige, mastige. C'est pas évident pour tout le monde. Oui, bien sûr. Donc 16 pays, 1000 points de vente, grâce à, ou en partie avec en tout cas Sephora. C'est un beau pari de leur part. Parce que il arrive souvent que j'ai des marques qui passent et qui me disent on est dans tel ou tel point de vente Sephora en test pendant 6 mois. On est hyper reconnaissant parce qu'on pensait qu'on allait dans 10 Sephora Paris, qu'on testait et après au bout de 6 mois on regardait le sell-out, donc ce qu'on vend effectivement en magasin chez eux. Donc, ce qui tourne sur leur étagère, ce qui est le plus important en fait en retail, en distribution. Et en fait, ils ont proposé 1000 points de vente. Mais voilà, faut les animer après ces points de vente. C'est le plus important, encore une fois, c'est le sell-out. Donc, il faut briefer, les former les équipes Sephora et il faut dépenser un petit budget quand même derrière aussi pour faire tourner les produits chez eux. Ok. Tu as, j'imagine, travaillé avec eux du coup sur des perspectives de croissance et de vente, parce que tu peux pas dire à Sephora du jour au lendemain que tu n'as plus de produits, qu'il faut attendre 5 mois. Ah oui, non, mais là sur des process de supply, de logistique, c'était un sujet. Après, en fait, on faisait beaucoup de chiffres, on fait beaucoup de chiffres en e-commerce, donc on a du stock. Et maintenant, on a beaucoup de stock. En fait, on a été aussi vacciné contre la rupture de stock. On a eu 2 grosses ruptures de stock. C'est hyper frustrant et je pense que tu perds énormément c'est sûr, tu perds énormément de ventes. Donc on a un peu changé en tant que, on était gestionnaire de bons pères de famille. Maintenant, on allait un peu plus fort sur le stock et ce qui est aussi le nerf de la guerre. Donc les problèmes d'approche chez Sephora, oui, la rupture de stock, c'est après t'es noté aussi chez Sephora en termes d'opération. Donc t'es noté. En interne, oui. Okay. Tu as des conseils, en prenant un peu de hauteur, un peu de recul sur cette phase de négociation, disons, avec Sephora, que ce soit Sephora ou un autre, mais qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, qu'est-ce que tu as fait bien selon toi? Je pense que les conseils, c'est de poser des questions aux gens qui sont passés par là et de savoir, en fait, les négociations, il faut savoir insister sur un point et lâcher sur d'autres. Et aussi d'être smart en fait. Il y a des concessions à faire dans les deux camps, mais après ça s'est très bien passé honnêtement. Et puis in fine en fait c'est beaucoup d'humains. Sephora, c'est des gens en face aussi qui consomment nos produits, qui aimaient bien la marque, qui aimaient bien la mission. Donc c'est pas du tout des négociations un peu difficile. C'est pas la centrale d'achat d'une grande marque de distrib. Non, pas du tout. Ils sont hyper conciliants. Ils ont vraiment fait des pas vers nous et en fait, ils savent très bien qu'on est une petite marque et en face, c'est pas L'Oréal, quoi. Donc, il y a un truc qu'on réalise quand on lève des fonds. Alors toi, en l'occurrence, tu avais passé 7 ans dans la finance, mais quand on lève des fonds, on a en face de soi des gars qui font ça toute la journée, depuis des années, alors que nous, lever des fonds, nous entrepreneurs, lever des fonds, on le fait 3 fois dans notre vie, quand on le fait. Et puis c'est souvent des moments très très importants pour la société. Hyper structurant, parfois c'est du make or break. C'est clé, quoi. Voilà. Donc je pense que ce que tu viens de dire là, c'est hyper important. Quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose et qu'on a en face de soi des gens qui le font toute la journée régulièrement, comme négocier un accord de distrib avec Sephora, s'entourer, demander, en parler, c'est hyper important. Oui, bien sûr. Ça paraît évident, mais bon, voilà. Non, et puis c'est pas trop rentrer dans le détail parce que les contrats Sephora sont énormes. Donc oui, c'est facile d'aller prendre une armée d'avocats, de les relire, de faire des markups, aller shooter les markups, les envoyer à Sephora. Mais je pense que c'est l'énergie perdue parce que in fine, Sephora, c'est LVMH. S'ils veulent te sortir du jour au lendemain, ils te sortent du jour au lendemain. Ton contrat, il a aucune valeur. Si jamais
Si jamais tu as des litiges avec Sephora, tu as perdu en fait. Tu as perdu, tu n'as pas le cash, tu n'as pas l'énergie, tu T'as n'as pas le cash ni quoi. le temps. Mais oui. Donc en fait, faut juste être pragmatique, faut avancer et voilà, wait and see. Quoi. On a un peu parlé de marketing, mais j'aimerais quand même que y revenir, surtout sur quelques points. Tu m'as dit que tu as 40% de repeat. Oui. Quel est ton calcul ? 40% de repeat, sur les 3, 6, 12 derniers mois, c'est quoi ? C'est le reporting Shopify. 40%. Non, mais c'est 40%, c'est la base de clientes existantes qui rachètent. 40% de la base rachète tous les mois. 40%. Non. Si ? 40% de ta base. Donc de tes, non, pardon, c'est pas 40% de la base, c'est sur un chiffre d'affaires mensuel. Il y a 40% qui de sont ce des chiffre d'affaires qui vient des acheteurs qui ont déjà acheté. Mais avec quelle fréquence ? Ils ont acheté, au cours des combien derniers mois, si tu veux, c'est ça ma question. Ils achètent, c'est à peu près, la fréquence d'achat, c'est 65 jours. 2 mois, donc, c'est ça, pour acheter. Et 40% du business, c'est fait par des clients existants. Oui. C'est génial. Non, mais c'est un bon... Alors, ça veut dire plein de choses. Un, que vous travaillez bien la base, et que 2, que les produits sont peut-être bons. Peut-être. Ouais. Non, mais je pense que le dis avec un grand sourire. Non, bien sûr. Mais je pense que oui, la base est bien travaillée et les produits sont bons. Enfin, les produits plaisent en fait. Je t'ai posé la question tout à l'heure de comment lancer un nouveau produit. J'aimerais comprendre un peu le mix aujourd'hui entre content en earned, en paid, en pushed. Et puis j'aimerais aussi que tu me parles un peu de l'impact qu'a eu votre passage avec Sarah, qui veut être mon associé. Le mix aujourd'hui, c'est quoi et quels sont les principaux leviers Les leviers, déjà on travaille, on en a parlé un peu, on fait du paid, des ads. Donc on est plutôt Facebook, Insta. On est un peu on commence aussi à pousser pas mal sur Google. On travaille aussi notre base CRM, donc l'emailing. Je crois que c'est Thomas qui disait ici, si t'as pas 30% de tes revenus, via ta base CRM, t'es une buse. Donc on n'est pas encore à 30%. Hors micro, il a pas dit buse. Donc oui. Donc on va y arriver. Après, il y a de l'organique, il y a du bouche-oreille. On a un referral programme aussi sur le site. Donc voilà, c'est que tu gères en interne ou tu utilises un outil ? Non, on utilise un outil qui est Conjure de référal, qui est pas mal pour un outil tout fait, Shopify, sur Shopify qui se plug assez facilement. Et là, on commence l'influence. Donc on vient de commencer. Et puis c'est early stage, donc c'est trop tôt pour dire si ça marche pas. Mais pour l'instant, tout seul ou avec une plateforme ? Non, tout seul. Ok. Non, on a quelqu'un en interne maintenant qu'on a embauché qui gère l'influence. De toute façon, tu me l'as dit au début de cet entretien et pendant la préparation, mais d'abord apprendre à faire avant de déléguer. Quoi. Exactement. Donc de l'influence. On l'avait déjà fait. Évidemment, on faisait déjà de l'influence avant. Là, je pars de l'influence paid. Donc avec plutôt des macros. Mais donc on commence et on verra ce que ça donne. Et sur le contenu SEO ou blog ou autre ? En fait, le site, encore une fois, c'est moi qui l'ai fait. Et au début, évidemment, j'ai regardé je me suis vachement renseigné sur le SEO et je sais, voilà, toutes les écueils techniques que le site peut avoir. Et typiquement, sur pas mal de pages, on n'a pas de balise H1, on n'a pas de title, on n'a rien. Donc, en fait, là, le SEO, il est un peu zéro. Sur certains articles de blog qu'on a mis en place, là, pour le coup, ils sont bien structurés techniquement, on rank pas mal. Mais il n'y a pas de vraie stratégie SEO et on est en train de mettre ça en place, là. Et le social media ? Social media, ouais, on a presque 70 000 followers sur Insta, géré de main de maître par Sarah et ses équipes là maintenant. C'est qui Attends, pardon, j'aurais dû poser cette question en premier, mais excusez-moi, je parle vite, chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous m'en excuserez. Faut que je perde cette habitude ou pas d'ailleurs, mais qui est le persona ? Qui achète du Unbottled ? Persona, c'est 95% des femmes qui achètent pas que pour elles, aussi pour la famille. Pour la famille. Ouais. C'est 25-45 avec une prédominance 35-45 et c'est quelqu'un qui n'habite pas forcément à Paris et qui est concerné par l'écologie, of course. Ok. Et du coup sur le social media, pour y revenir, Instagram, vous êtes à 70 000 followers. Comment est-ce que vous l'abordez ? C'est fait en interne ? Ouais, alors ça je peux pas. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est Sarah et oui, elle l'aborde. C'est une machine de guerre dessus. Elle a
itérer énormément de contenu au début, regarder le taux d'engagement et on surveille, je sais qu'elle surveille de manière très très régulière, quotidienne, les taux d'engagement pour voir les posts qui marchent pas et en tire des leçons et puis elle adapte son contenu. Et l'asset est fait en interne? Tout est fait en interne. Les assets, ouais. Donc les vidéos, c'est vous. Oui. C'est bien, c'est quali. Alors il y a là on commence à bosser avec quelques agences pour tester. Tu peux nous donner leur nom? Ouais, on travaille avec Com, K-O-M, sur quelques supports. Et après, honnêtement, il faudrait que tu invites Sarah si tu veux vraiment diguer sur ce sujet. On fera un catch-up avec vous deux et vous me raconterez comment se sera passé l'année 2022. Avec plaisir. Super. Dernier point. Alors ça, c'est ma curiosité de fanboy, mais vous êtes passé il y a quelques mois dans une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé, qui est une émission de pitch de start-up. Vous avez eu une proposition que vous n'avez pas acceptée, mais le sujet qui m'intéresse, c'est l'effet que ça a eu et comment vous vous êtes préparé. On s'est préparé comment à cet effet, hein. Ouais, on s'est préparé. Déjà, on est Shopify Plus. Donc Shopify Plus nativement absorbe des pics de charge énormes. Je sais plus quand c'était de panier par seconde. Enfin bref, c'était des pics de charge monstrueux, type tous les drops que font les gros sites de sneakers aux US sur Shopify Plus, et il y a pas de problème, les serveurs ne pètent pas. Donc déjà ça c'est rassurant. Évidemment, j'étais en contact avec une équipe Shopify juste pour les prévenir qu'il y a un gros pic. Il y a effectivement eu un énorme pic. On est passé devant 2 millions de personnes, donc de facto tu as quand même des gens qui se connectent et qui vont voir un peu ce que tu fais. Et puis après en termes de conversion, c'était une belle soirée. Ouais. Une belle soirée. Ouais, une belle soirée. Non, une belle soirée, mais qui après il faut c'est un one-off, mais et surtout derrière on a vu aussi donc il y a l'effet immédiat sur le site, mais après il y a l'effet noto. Donc après on discute avec des banques, je vous ai vu dans Qui fait mon associé, la discussion est tout de suite beaucoup plus facile. Et voilà, et puis après d'un point de vue personnel, c'est hyper marrant de passer à la télé, de se voir à la télé. Ça doit être dur. Hein. Ouais, mais le tournage, j'ai l'impression d'aller tourner Top Chef en fait. Je pense qu'on avait demandé de faire une mayonnaise et de sortir un poulet au citron. Je pense que c'était quasiment le même plateau. Et non, mais l'expérience, c'était très marrant. Et les investisseurs sont très sympas, l'équipe est très gentille. Après, c'est de la télé, quoi. Mais pour une jeune marque comme nous, la télé, c'est le Graal absolu. Donc c'est passé début janvier 2022, ça faisait 1 an et demi que vous existiez, que vous vendiez. Ça a été tourné quand? Ça a été tourné au mois d'avril. Donc presque 1 an plus tôt. Ouais. Et ça faisait même pas 1 an que vous existiez. Ouais. Et comment t'as fait? Comment ça? Pardon pour être choisi, comment est-ce qu'on vous cherche? On a pas. En fait, quand t'es une start-up, ton LinkedIn maintenant c'est que des posts de start-upers. Tu vois passer une inscription pour le casting. Donc évidemment, on s'inscrit, on passe des entretiens, on passe des tours, on envoie des produits, on explique ce qu'on veut faire sur le plateau, et puis après t'es choisi ou t'es pas choisi, et c'est la prod qui décide, quoi. Et tu tournes en avril 2021. Ouais. Et t'as postulé quand? Tu t'en souviens à peu près? Je crois que c'était fin d'année d'avant, donc en 2020, fin 2020. Donc en gros, il se passe 1 an à peu près entre le moment où tu postules et le moment où t'es diffusé. Oui, ça oui. Ok, intéressant. Ça en fait et t'as aucune notion de temporalité en fait quand tu regardes en tant que téléspectateur, donc c'est pas trop quand ça a été tourné. Bon là en fait on nous voyait avec nos manteaux et tout, donc mais bon on était au mois de janvier, donc ouais, in fine en fait et je pense que beaucoup de gens pensent que c'est tourné en fait la veille ou l'avant-veille, quoi. Et donc faut aussi adapter la com à ces problématiques-là en fait, parce que c'est il faut, quand tu présentes, te dire que ça passera 1 an et demi plus tard, donc 1 an plus tard pardon, donc projeter peut-être des ok. Et puis c'est sur des sujets de fond qui sont quand même hyper importants on en parlait tout à l'heure, mais une levée de fonds, voilà, ça structure une société, et puis surtout nous on est une entreprise à mission. Voilà, on se doit aussi d'être transparent aussi sur notre communication là-dessus, donc et on l'a été sur l'émission. On nous a proposé
On a fait une offre, ils nous ont fait une contre-offre qu'on a refusée parce qu'on trouvait que voilà, ils étaient trop gourmands et ils voulaient 20% du capital, ce qu'on trouve énorme, et surtout on voulait garder l'indépendance. Et derrière, on a fait une levée, voilà, en Friends and Family avec des gros business angels, des gens voilà qui sont engagés, type on a 2 fondateurs de Back Market qui sont à bord, et voilà, c'est top pour nous parce que c'est aussi des gens qui essayent de changer la manière de consommer, et c'est des gens aussi qui sont passés par voilà, c'est une histoire incroyable, une success story formidable, et donc qui peuvent aussi Success story. Ouais. Oui, pardon. T'as sélectionné tes investisseurs un peu sur leur valeur et leur ouais, bien sûr. alignement. Ouais. Okay. C'est important. C'est un problème de riche de pouvoir sélectionner ses investisseurs. C'est bien. Oui, après, oui, bien sûr. Mais c'est une petite base, et puis surtout j'ai sélectionné, voilà, c'était beaucoup de friends et un peu de family qui est rentré aussi, donc c'est facile. Sur la tech, on en a un peu parlé. Vous êtes sur Shopify Plus. Tu m'as parlé de Big Blue sur la partie log. Tu travailles avec Email Club, qui est un épisode passionnant avec son fondateur Thomas, que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs, où il raconte comment faire 30% de ses ventes via l'email. Est-ce qu'il y a des outils dont tu ne peux pas te passer ? Est-ce qu'il y a un outil dont tu ne peux pas te passer que j'ai pas cité là ? On a parlé de Klaviyo ? Non, mais tu peux ou peut-être rapidement. 2 outils que j'utilise au quotidien, en fait maintenant qu'Email Club utilise beaucoup plus que moi, c'est Klaviyo, et puis après l'outil tech de Big Blue, hein. Ça je peux pas en passer, en fait, toute la log est là, tout est dedans en fait, donc ça pour le coup ouais, je peux pas en passer. Bon, très bien. Big Blue qui se trouve être le sponsor du podcast. Tim est passé il y a quelques mois, ça n'a rien à voir. Je suis pas rémunéré pour. Il n'est pas rémunéré, voilà, sur ça. Cool. Écoute, c'est passionnant, le temps file. En fait, on a parlé beaucoup plus longtemps que prévu. Il y avait un point que je voulais voir sur la direction d'entreprise de pilotage, mais tu sais quoi, on fera ça dans un catch-up. Je voudrais te poser une dernière question pour terminer cet enregistrement. Si tu te relançais, donc ça va faire 3 ans maintenant que vous avez réfléchi, que vous avez commencé à réfléchir. Ouais, je suis 2 ans et demi. Ouais. Ça fait. La boîte aura 2 ans en juin. Ça fera 2 ans que vous êtes live et que vous vendez. Si tu te relançais en 2022, qu'est-ce que tu ferais pareil ? Qu'est-ce que tu referais pas ? Comment lancer une marque consumer en 2022 ? Je veux dire quelque chose qui va paraître extravagant. Utiliser Shopify, être aligné avec ses valeurs de la marque, et avoir le meilleur produit du marché. Parce que tu peux avoir le meilleur marketing du monde, là où tu gagnes vraiment d'argent, c'est quand les gens reviennent et rachètent chez toi, et en fait c'est les repeats qui va vraiment te faire gagner de l'argent. Donc si ton produit est extraordinaire, les gens vont continuer à en acheter. Ça me paraît très bien. On va s'arrêter là-dessus. Benjamin, merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant. C'est ton premier podcast ? Non, c'est ton deuxième. Le premier, tu l'as fait ouais. Une interview téléphone, c'est ça ? Ou en tout cas en visio, ouais, pardon. Ouais. C'est ton premier podcast en live. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Et toi aussi ? C'était super, merci beaucoup Laurent. Merci à toi, c'était passionnant, c'est une très belle marque, unbottled.co, et vous pouvez retrouver Benjamin et Sarah sur LinkedIn, Benjamin Legros et Sarah Pouchet, Pouchet, si vous avez d'autres questions. Merci infiniment pour ton temps, c'était top. Merci beaucoup Laurent. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.